Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être ce soir avec nous à l'Institut suédois pour cette rencontre avec Sara Vide Eriksson, l'artiste que nous présentons en ce moment et dont j'espère que vous avez eu le temps de voir l'exposition, donc Desire of the Tale, qui est présentée à l'Institut suédois jusqu'au 18 février. Cette rencontre ce soir ouvre tout un cycle de programmation parallèle autour de l'exposition de Sara Vide. Donc ce soir, on commence en grande pompe évidemment avec la rencontre avec l'artiste. Et ensuite, donc la semaine prochaine, le 28 novembre, il y aura une rencontre littéraire sur le rapport sacré que l'homme entretient avec la nature, inspiré d'un livre de Kerstin Ekman, La course au loup, qui se passe également dans la région du Hälsingland, là où Sara Vide vient et d'où elle vient, et puis donc là où elle vit. Et donc ce sera une rencontre avec des sociologues français et suédois qui parleront justement de notre rapport aujourd'hui à la nature. Et puis on poursuivra l'année prochaine, en janvier, avec le 11 janvier, avec une rencontre autour de l'artiste Léonore Fini. Alors Léonore Fini, c'est une artiste sauvage aussi à sa manière, qui a eu le bon goût d'habiter à l'hôtel de Marle dans les années 20-30. Et c'est aussi une artiste auquel Sara Vide fait référence puisqu'elle a fait son autoportrait dans la salle d'exposition au-dessus. Le 25 janvier, on montrera un film d'un réalisateur suédois, Ali Abbasi. Le film s'appelle Border, et c'est un film qui interroge aussi justement notre rapport sauvage à la nature, les relations humaines, côté un petit peu aussi mystique de l'environnement et de notre environnement naturel. Et puis on terminera le 15 février avec un concert de Frida Yvonen, une artiste musique très importante en Suède, qui vient aussi du nord de la Suède et qui a des liens d'amitié avec Sara Vide Eriksson. Donc voilà, donc pour commencer cette saison avec cette première soirée, j'ai la chance d'accueillir donc c'est Sara Vide Eriksson, Fabrice Guignot et Judicaël Labrador. Alors, donc je vais les présenter un petit peu pour commencer la discussion. Discussion donc, qui est intégralement en français et évidemment vous pourrez poser des questions à la fin si vous en avez. Donc Sara Vide Eriksson, je vous présente quand même un petit peu. Donc, vous êtes suédoise, artiste peintre, formée à l'école des Beaux-Arts de Stockholm, dont vous êtes sortie diplômée en 2009. Et depuis, on peut dire que vous avez eu énormément d'expositions, tant en Scandinavie qu'à l'étranger, des expositions collectives au départ, et puis plus récemment des expositions personnelles, comme une grande exposition à Sara Kulturhus à Skellefteå, une exposition à Kulturhuset à Stockholm en 2021, et puis très récemment une exposition à Bonniers Konsthall, qui est une institution réputée pour l'art contemporain en Suède, ensemble avec la sculptrice Tilda Lovell. Et puis ici, donc, c'est votre première exposition personnelle en dehors de la Scandinavie. Donc on est très content que vous ayez accepté notre proposition et de nous faire l'honneur de cette première exposition personnelle en dehors de la Scandinavie. Il faut savoir que toutes les œuvres, la vingtaine d'œuvres qui sont présentées ici, ont été produites pour l'Institut suédois, et donc à des moments aussi réfléchis en lien avec l'Institut suédois et l'hôtel de Marle, et qu'elles constituent un tout qui se range sous ce titre assez poétique et évocateur de Desire of the Tale. Fabrice Guignot, vous êtes journaliste et rédacteur en chef de la rubrique Art au magazine mensuel Transfuge, mais vous êtes également écrivain de romans des années 60-70 et en particulier sur le rock. Et puis vous écrivez aussi sur la peinture, puisque vous avez publié une biographie sur l'artiste anglais Patrick Proctor aux éditions Séguier en 2022. Un peintre qui est resté, d'après ce que j'ai compris, donc dans l'ombre de David Hockney, dont il était l'ami, et que l'on redécouvre ces dernières années, et notamment à travers votre ouvrage. Et j'ai donc appris que vous préparez une biographie aussi sur Jean Hélion, qui paraîtra en mars de l'année prochaine. Au moment de la grande rétrospective au
Après Nicolas de Staël, il y aura donc Jean Hélion, qui est un peintre à la fois connu et méconnu, bizarrement, parce qu'il est passé de l'abstraction à la figuration. Enfin, voilà. C'est un autre sujet dont on ne parlera pas ce soir, je ne suis pas là pour parler de ça. Donc c'est une biographie qui sortira au moment de la rétrospective consacrée à Jean Hélion au Musée d'Art moderne de la ville de Paris. Très bien. Et puis, on a la chance d'avoir également avec nous Julie Labrador. Donc vous êtes depuis des années un critique d'art, plutôt d'art contemporain évidemment, collaborant régulièrement à des journaux comme Libération ou Beaux-Arts Magazine. Vous avez enseigné dans de nombreuses écoles d'art, à Lyon, à Montpellier. Vous avez assuré le commissariat de nombreuses expositions, au Pavillon, au Palais de Tokyo, les expositions des lauréats du prix, des nominés du prix de la Fondation Ricard en 2009. Une exposition dans divers centres d'art contemporain, comme au Crac de Sète en 2012 avec Les Établis. Et puis, vous avez également publié un ouvrage aux éditions de Beaux-Arts en 2008 qui s'intitulait « Qu'est-ce que la peinture aujourd'hui ?» et qui était donc un résultat des entretiens avec divers commissaires d'exposition, divers artistes, des jeunes scènes françaises, allemandes et anglo-saxonnes. Donc un ouvrage qui répertoriait le travail d'une cinquantaine de peintres contemporains. Et puis, vous êtes également l'auteur de nombreux textes sur des artistes contemporains en général, dans de nombreux catalogues, comme Oda Jaune, Pascal Remita, Johan Riva, Hans Hartung, etc., etc. Alors, pour lancer la discussion, et notamment aussi pour faire le lien avec, évidemment, Sarah Witt-Erickson, je pensais qu'on pouvait peut-être commencer par vous, Fabrice Guignot, puisque vous avez eu la chance de pouvoir aller voir son atelier et découvrir son univers chez elle en septembre dernier. Son atelier situé en pleine campagne suédoise, dans le Hälsingland, donc cette région un peu sauvage du nord de la Suède. Donc est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous a inspiré ce voyage et cette visite d'atelier, mais aussi au regard des œuvres de Sarah Witt, quel type de lien peut-être vous percevez entre ce que vous avez pu voir et observer de son environnement et peut-être ce qu'elle représente sur la toile? Tout d'abord, je voudrais expliquer que j'avais été une fois ou deux, peut-être une seule fois d'ailleurs à Stockholm. Je ne connaissais rien de la Suède, donc j'étais aussi curieux de découvrir le travail de Sarah Witt que de découvrir cette région de la Suède qui est au nord, en fait, qui est considérée comme le nord de la Suède. Je ne savais pas du tout à quoi ça correspondait. Donc j'ai découvert au bout de 3 heures de train environ à peu près, une région à la fois paisible, mais un peu qui m'a paru un peu inquiétante, parce qu'il y a beaucoup de lacs, il y a beaucoup de forêts, il y a beaucoup de terrain un peu comme ça, argileux ou calcaire. J'ai trouvé que c'était très minéral en même temps, et je suis arrivé dans une maison où on nous a conduits, moi-même et quelques journalistes, donc Sarah Witt, dans sa maison dans laquelle elle vit avec son mari et son enfant, qui est une ancienne école. Donc ça m'a déjà beaucoup intéressé, parce que j'ai retrouvé beaucoup d'atmosphère, de romans suédois, etc., école en bois, etc. Et tout de suite, lorsque j'ai rencontré Sarah Witt, j'ai senti c'était une personnalité très puissante, qu'elle était habitée. Je décris aussi mes impressions, parce que on rencontre des artistes qui ont ce qui est normal, c'est très humain, des personnalités plus ou moins fortes, et j'ai trouvé tout de suite qu'il y avait quelque chose d'assez curieux, qui la rattachait à cette terre, et j'ai vite compris que Sarah Witt était originaire de cette région dans laquelle elle avait vécu jusqu'à 10 ans. Elle en est partie, mais elle en est revenue après. Et toute son œuvre, après, qu'elle nous a expliqué longuement, puisque son atelier est dans la maison, par ses couleurs, ses tonalités, sont extrêmement reliées, je trouvais, à ce que je voyais aussi des ciels, de la terre, des pierres, de tout ce que je voyais. Et j'ai compris après, parce que je me suis dit, Sarah Witt, dans un autre temps, aurait été
aurait été une chasseuse, une cueilleuse. Elle a quelque chose de très sauvage et très animal. Et c'est ce qui m'a plu aussi dans son travail, en fait, extrêmement, qu'on ressent moins là, parce que ça, c'est une peinture magnifique, mais qui a une histoire, puisque c'est une maison un peu hantée, dans laquelle elle a dormi une nuit et qu'elle a reconstitué dans un tableau extraordinaire. Mais il y a d'autres tableaux où on ressent complètement cette étrangeté, ce côté presque féerique, mais dans un côté un peu féerique, pas conte de fées, un peu sauvage, comme ça, qui me plaisait. C'est ce qui m'a impressionné au début. Vous me dites si je parle trop. C'est bon, si je continue aussi. Donc, je voulais savoir d'abord qu'on revienne un peu pour les spectateurs, les gens qui sont là, le public. Qu'est-ce que vous entendez par Desire of the Tale? Je sais ce que ça veut dire en anglais, mais Flera saker. Det finns ett uttryck som heter wag the dog. Att det är svansen som styr hunden. Flera saker, sa du? Ja. Ça, plusieurs choses. Il y a une expression qui signifie que c'est la queue qui dirige le chien. Som du nämnde tidigare så ser jag mig själv som en länk i någonting som är mycket längre, som har pågått både innan och efter. Det är det jag menar med hunter-gatherer-painter. Att man är en länk i något större. Comme vous l'avez mentionné, je ressens comme si je suis le lien avec quelque chose qui a existé depuis très longtemps. Comme vous avez parlé de chasseurs-cueilleurs, effectivement. Och det som gör en bra jägare är ju att den först börjar röra sig som bytet, att den sen börjar andas som bytet, att den till slut blir bytet som den jagar. Ce qui rend un chasseur fort, c'est qu'il qu'il bouge comme la proie, qu'il suit la proie et devient la proie. Och det är precis samma sak med att måla. Et c'est la même chose avec la peinture. Och att vilja uppgå i någonting som är större än en själv och att bli måleriet. De faire partie de quelque chose qui est plus grand que soi-même et devenir la peinture. Det kanske inte är svar på frågan, men jag tänker på Desire of the Tale som en önskan att uppgå i någonting som är mer en drift än en kultur. Peut-être pas la réponse à la question, mais je vois The Desire of the Tale comme quelque chose qui a un rapport avec la pulsion. Men jag har snott det från Picasso. Mais je l'ai volé de Picasso. Est-ce que la taille aussi, est-ce que c'est le pinceau aussi? Est-ce que c'est aussi le pinceau, non, qui est constitué de poils, qui est allongé, qui est... Non, pas du tout. C'est une question. Absolut, för att vad måleriet gör med till slut är att det är inte längre en extern akt som sker utanför kroppen. Oui, absolument. Ce que fait la peinture avec le peintre, c'est que il s'agit plus d'un acte d'extérieur. On fait partie de l'acte. Det är mer som en lyckad organdonation där det man liksom lägger in i kroppen behandlas på samma sätt utan att jag behöver tänka på det eller intellektualisera det, utan det liksom mals ner precis som någonting gör i en tarm.
C'est plutôt comme une greffe réussie, je dirais, comme quelque chose qui rentre dans le corps et la peinture fait partie du corps. C'est pour ça que vous expliquez la façon dont vous travaillez qui est extrêmement physique. Vous parlez de ça dans les textes que j'ai lus, la matière que vous triturez, que vous retravaillez. Parfois c'est un combat assez douloureux qui dure des heures pour vous, des semaines et des... Non, je lui demandais si... Non, que ça avait un lien aussi avec le fait que son travail est extrêmement physique. Tous les artistes ont un côté physique, mais chez elle, c'est particulièrement vrai dans la façon dont elle décrit, dont elle me décrivait ou elle décrivait aux journalistes, la façon dont elle travaille, qui quelquefois... Det vi talade om just nu handlade det om det fysiska i målandet, i själva akten. Var det du menade? Det är väl kanske både och, för att som jag tänker att man börjar med någonting så är det som att infiltrera någonting, men efter ett tag när man har hållit på med någonting väldigt länge så är det snarare som att man själv är infiltrerad och att man själv är ett verktyg. Au début, c'est comme si on infiltre quelque chose en étant à l'extérieur, mais après on devient Att man själv blir infiltrerad. on est infiltré soi-même. Att man blir ett verktyg. Ja. On devient l'outil. Alors, je voudrais que vous expliquiez un peu au public votre processus créatif qui est extrêmement intéressant, parce que vous allez d'abord dans la nature, à cheval souvent, vous passez des heures à cheval dans la lande suédoise, dans les forêts, dans les marais, etc. Et là, vous vous imprégnez, parfois vous prenez des photos, vous promenez aussi avec vos chiens, enfin tout ça, pour apporter des éléments qui vous serviront après pour pour créer vos compositions. N'est-ce pas? C'est bien ça. Han ville berätta lite om ditt sätt att gå tillväga, att du arbetar ute i naturen med hundar, hästar och han frågar om det stämmer att det är så du skulle beskriva dig själv. Ja, jag tycker att jag samlar material i stora kassar och så lägger jag dem längs med väggarna. Je recueille du matériel dans des grands sacs que je pose le long le mur. Och så väntar jag på att ljuset eller årstiden eller vinden är rätt. Och sen lever jag målningarna. Lever-moi. Ja. Et puis j'attends que la saison, la lumière, le vent correspond et je vis les peintures. Och går någonting fel, alltså ljuset ändras, årstiden är fel, någonting, då får man återkomma eller begrava den, låta den dö, den målningen. Si quelque chose ne fonctionne pas, si c'est pas la bonne saison, si ça correspond pas à ce que je voulais, j'arrête et j'enterre éventuellement la peinture. Men det absolut roligaste är ju att utsätta sig själv för elementen. Att ställa sig i mitten och inte veta vad det är som det ska bli. Utan att låta sig själv förändras av de yttre faktorerna. Och det är först då naturen eller ekologin eller vad man ska kunna säga, miljön kan forma målningen. Mais le plus amusant, c'est de se trouver en plein milieu et de ne pas savoir ce qui va réellement se passer. Et laisser l'environnement former la peinture. Donc c'est un long processus de mûrissement. Ça fait en lång tid innan målningen tar form. Både och.
För det kan ju också gå, det är ett intensivt arbete, men samtidigt så har jag plötsligt ett kroppsminne av att ha varit i målningen och det tar jag in sen i måleriet. Och det har jag då igen för att jag vet hur vassa stenar känns eller hur de river upp fotsulorna. Och då kan jag måla det på ett helt annat sätt. Det går jämnt ut. Oui, je travaille pourtant intensément, mais ce qui se passe, c'est que j'ai des souvenirs dans mon corps de ce que je vais peindre. Je me rappelle comment j'ai ressenti l'environnement, les pierres très pointues qui font mal aux pieds, tout ce que quand j'ai vécu la scène avant. D'accord. Et êtes-vous revenu vivre là où vous vivez parce que vous avez été appelé par une nécessité? Est-ce que c'était pour vivre au calme ou c'était un appel justement de la peinture d'aller vivre là où vous êtes retourné vivre? Var det för att du ville ha de här upplevelserna från måleriet eller var det för att du ville så att säga dra dig undan och leva i lugn och ro? Jag föddes och växte upp i det här landskapet. Och under en väldigt lång utsatt tid i början av mitt liv så... Alltså det var ju en leråker så att man kunde ju inte komma någon annanstans om man inte fick skjuts. Och det fick man inte. J'ai vécu là longtemps et Nej, alltså tills jag var 20. Ja. Ja. J'ai vécu pendant longtemps et c'était pas toujours évident. C'était un champ de boue autour de moi. Et pour aller quelque part, c'était nécessaire que quelqu'un m'amène. Och jag hade en häst som jag var mitt fordon eller mitt vehicle liksom att ta mig ut i naturen med. Och jag tänker att om man bor i stan då kan man hoppa mellan pendeltåg eller göra andra farliga grejer. Och om man bor på en leråker då kan man kasta sig över isblock eller låta sig liksom tryckas in under såna där tunnlar som går under vägen eller ja. J'avais un cheval pour me déplacer. Et la différence entre le fait de vivre dans la ville où on peut faire des choses dangereuses, sauter entre les métros et entre les différentes rames de métro par exemple, c'est qu'à la campagne on fait d'autres choses dangereuses comme sauter des morceaux de glace sur les lacs par exemple, d'un morceau à l'autre. Ja, men vägtunnlar. Alltså okej. Nej, men det finns såna vilttunnlar. Vilttunnlar, okej. Des tunnels pour le gibier. Ah oui. Et pourquoi dites-vous à un moment, après je vais laisser la parole, il n'est de création que dans la destruction? Ça revient plusieurs fois. Men för att det är så med allting. Allting måste dö för att något nytt ska komma. Det är så liksom kretsloppet ser ut. Parce que c'est comme ça avec tout. Il faut pour que quelque chose de nouveau naisse, il faut qu'il y ait quelque chose qui meurt. Fabrice, vous êtes trop modeste, mais je pense qu'on n'a pas eu la réponse là exactement de votre question. Pourquoi est-ce que Sarah Vidé, vous êtes revenu vivre dans le Hälsingland? Est-ce que vous étiez appelé par cette nature ou qu'est-ce qui vous a donné envie après des études à Stockholm? Puis quand on est... Ja, förlåt.
Et que quand on est une artiste contemporaine, on a peut-être envie de vivre dans une grande ville. Ja, förlåt. För att under de åren jag hade ateljé inne i en stad så tyckte jag att det var så svårt att göra målningarna, iscensätta dem. Jag kände mig utsatt och för att det inte finns de miljöerna runt omkring mig, och när jag då sökte upp dem. Parce que quand je vivais dans la ville, je me sentais exposée, j'avais de ne pas avoir, c'était difficile pour moi de ne pas avoir, d'être entourée des environnements qui m'inspiraient. Och det här är ju på samma sätt som att jag har ett mentalt bibliotek av saker att hämta ifrån eller ett koloristiskt sånt, så har jag ju också ett otroligt lokal kännedom över den platsen där jag har varit i och brytits ner till sand i. Det var många tankar här, förlåt. Kan du ta det 2 Ja. Att det brutits ner, så att säga. Att jag har en stark lokalkännedom om de platserna, såklart. Och att det, ja. J'ai une connaissance profonde de ces contrées. Je les connais très bien. Et det du sa, det var därför du drogs till det, helt enkelt. Att du vill För det är mitt språk, för att det är liksom på samma sätt som man har ett kollektivt undermedvetet att luta sig mot, eller att man har sina koloristiska färger. På samma sätt så har jag en lokalkännedom som kan betyda olika saker i olika bilder. J'ai cette connaissance de la région que j'utilise comme une bibliothèque mentale dont j'ai besoin pour faire mes peintures. Moi, je suis en mesure d'avoir non pas un avis sur le paysage que je connais pas en vrai, hein, celui dont vous vous inspirez, mais ça me semble être en effet dans cette exposition, en tout cas, une peinture du dehors. Il y a peu de scènes d'intérieur, et celle-ci n'est pas à proprement parler dans l'exposition, c'est peut-être pas un hasard, c'est une des 2 toiles d'intérieur qui figurent dans l'expo, et l'autre est en effet une petite toile qui représente un lit en vrac, au drap défait et froissé. Et l'essentiel des toiles propose des scènes vraiment d'extérieur ou des paysages. Mais ce qui est paradoxal, me semble-t-il, c'est que ce sont des paysages finalement peu vastes, qui donnent peu de profondeur, peu d'espace et peu de cieux. On voit très peu de ciel, finalement. Soit parce que dans l'une, celle de Dune Rider, les vallons montent assez haut, et le ciel se confond d'ailleurs avec leur couleur. Le peu de ciel qu'on peut voir se confond avec la couleur de la terre. Et par ailleurs, il y a aussi cet exemple d'une toile où vous regardez plutôt en bas. C'est-à-dire c'est un paysage plutôt, non pas souterrain, mais où en tout cas le regard du peintre se fait descendant. Il regarde vers donc, ces zones marécageuses, m'a-t-on dit, où voilà, le terrain, le sol est meuble et glissant, et où on s'embourbe. Vous avez utilisé le terme de boue tout à l'heure. Et donc c'est une peinture paysagère, enfin au sens noble du terme, hein, c'est-à-dire d'extérieur, comme Monet a pu le faire, ou les Américains, les Américaines. Pardon. Mais donc il regarde qui à la fois a une vision non pas rapprochée, mais plutôt d'un paysage rétréci, serait trop dire, mais d'un paysage en tout cas qui n'est pas d'envergure, ou qui n'est pas un paysage de
plein air où on respire, pour le dire vite. Han upplever som att landskapet består av, så att säga, inte ett landskap man kan andas ut, där man ser långt. Inte direkt att det är inåtvänt, men det är något åt det hållet som man upplever. C'est pour ça ce que vous disiez sur à un moment donné dans notre conversation, sur le fait que finalement vous y êtes allé, mais que c'est difficile de se déplacer là-bas. C'est difficile. Donc c'est pas non plus la panacée. C'est pas un idéal de vie en plein air. C'est un monde rugueux, peut-être hostile, en tout cas pas de manière agressive, mais en tout cas un monde dans ces peintures qui me paraît être plein de choses trappes, c'est-à-dire de zones glissantes. J'en veux pour preuve la toile avec cette toile où une cavalière, je n'ose pas dire vous, donc une cavalière chevauche un cheval, c'est celle qui est montrée dans l'escalier. Et c'est drôle, donc le cheval visiblement a du mal à avancer, il est un peu embourbé. À nouveau un seul meuble, donc, et poreux, une terre gluante qui aspire un peu ce qui prend appui sur elle. Là, j'en doute pas, mais moi j'en sais rien, je me base vraiment sur les peintures. Et la toile est bien montrée d'ailleurs, elle est dans l'escalier, le cheval a la tête du côté de l'escalier descendant. Donc on a l'impression que la toile elle-même descend, quoi. Elle s'embourbe dans le lieu, dans cet endroit-là de l'Institut culturel suédois. C'est assez drôle. Quoi qu'il en soit, c'est donc une peinture aussi, finalement, donc, paysagère, soit du dehors, mais plus, enfin, qui tend vers le fond, vers le bas-fond. Et le fait que votre palette soit aussi finalement, non pas uniforme, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a assez peu de toiles où un motif vient trancher par ses couleurs avec cette palette faite d'ocre, de brun, de gris, de noir. Il y a une exception, bon, peut-être on en parlera tout à l'heure. Et donc ça confirme en effet ce que vous disiez, ce qui est un topos un peu de la peinture peut-être romantique, mais pas seulement, c'est-à-dire quand l'individu, l'être humain fait corps avec le paysage, ou même avec l'animal. Il s'agit de faire corps en effet. Mais ici, ça ne rime pas, je trouve, et ce qui fait cet accent particulier de votre peinture, ça ne rime pas avec une expression radieuse de soi et du monde. Et donc ça me semble en effet correspondre à ce que tu disais, c'est-à-dire, enfin par rapport à ces paysages aussi, mais si on... La peinture me semble peut-être refléter une forme d'inquiétude sur le monde, la place de l'homme dans le monde. Bon, ça c'est assez banal. Peut-être aussi, ça se voit mieux, ça se traduit, enfin c'est là peut-être l'originalité, dans la position assez perplexe que peuvent prendre les personnages dans vos peintures. C'est-à-dire le cheval, on le voit donc chercher vraiment des appuis, ou alors avancer au pas, seulement au pas. Ce qui m'a un peu étonné dans la figure du cheval, ou telle qu'on la connaît peut-être dans la peinture d'histoire, c'est plutôt des chevaux qui sont puissants, forts, pleins d'allant. Et finalement, rarement à l'arrêt, quasiment. Là, c'est souvent le cas. Il y a une espèce non pas de passivité, mais de perplexité peut-être, à trouver ses appuis dans le monde. Et, pour en finir avec
c'est voilà, c'est peut-être là le rôle de votre peinture et de la peinture, de chercher un point d'appui. Et votre rôle aussi de trouver dans la surface un point d'appui, mais c'est une surface aussi qui se dérobe, puisque... Est-ce que c'est, la peinture est toujours une surface qui se dérobe un peu? Elle est, voilà, c'est des pigments, enfin moi je ne suis pas artiste, mais c'est des pigments, c'est un peu boueux, en tout cas elle est travaillée comme ça, c'est liquide, c'est épais. Et d'ailleurs vous l'épaississez avec donc ces espèces de serpentins en relief, où on voit qu'à la fois la peinture cherche à s'accrocher, mais aussi se débine. Elle donne du relief, cette technique-là donne du relief, et en même temps, elle zigzague, elle erre un peu à former ses motifs. Et donc, je me demandais, voilà, est-ce que vous n'êtes pas en effet à la lisière entre... enfin, est-ce que c'est pas une peinture en effet dynamique en ce qu'elle est hésitante, en ce qu'elle cherche un point d'appui finalement dans le monde, non seulement dans cet environnement, mais dans le monde. Et que la peinture, finalement, se joue aussi de cette quête, puisque la peinture est toujours un peu friable et fuyante. In the Grey Matter, först och främst vill jag säga att alla målningarna är specifikt gjorda för var de hänger. Så jag är glad, det smickrar mig att du tycker att den passar där. D'abord, toutes les peintures sont prévues pour leur emplacement, donc ça me fait plaisir d'entendre ce que vous dites par rapport à l'emplacement. Och vad jag ville göra med The Grey Matter var att jag ville prata om sinnet kan bryta, om tanken är så stark, om sinnet är så starkt så att det kan att det har för mycket kraft så att det kan, som i en billig metafor, bryta benen på en häst. Ce dont il s'agit dans cette peinture, c'est le questionnement à savoir si la pensée, l'esprit peut être si fort que ça peut pousser le cheval à casser les jambes du cheval. Och när jag nästan var färdig med den målningen så när jag var nästan 95% färdig så blev jag så otroligt sorgsen. Jag blev så jätteledsen när jag stod och målade den och började gråta och kände mig så maktlös. Jag kände att det inte fanns någon färg i hela världen som... Quand j'avais terminé cette peinture, j'étais très très triste, j'ai même commencé à pleurer et j'avais l'impression qu'il n'y avait plus de couleur dans le monde. Men så kom jag på att det fanns en färg, för jag letade efter en röd färg som inte fanns i hela mitt bibliotek, vilket är liksom märkligt för jag är en trollkonstnär när det kommer till färgerna. Jag kan ha alla färger som finns. Men då hittade jag, då skar jag mig här och så tog jag blodet från det och la det i. Och då var det så klarrött och så visste jag att det skulle vara precis rätt nu när det har framkallats till det oxblodsröda. Alors j'avais cherché une couleur rouge, mais j'en ai pas trouvé curieusement alors que j'en avais énormément. J'ai toutes les couleurs dans mes peintures, sinon dans ma bibliothèque. Et j'ai choisi de m'entailler la main pour laisser sortir du sang et l'utiliser dans la peinture parce que je savais que cette couleur allait devenir la bonne couleur une fois sèche avec le temps qui passait. Et l'autre... Oui, je prends la parole. Oui. L'autre élément qui m'a marqué aussi dans le choix des peintures, outre ce intérieur et extérieur, c'est évidemment la présence d'une garde-robe.
Donc ces atours, ces vêtements qui sont portés ou pas et qui prennent quasiment toute la place. Ça vaut dans la peinture où le personnage est en effet sur les galets, puisqu'il est quand même la tête recouverte d'un châle. Enfin, c'est l'exemple à minima. L'autre, c'est celle évidemment dans la salle de rez-de-chaussée où la jeune femme porte une tenue chamarrée, donc ambiguë, mais on en parlera. Et en fait, je m'amusais du fait où j'observais simplement le fait que montrer ainsi les habits en coupant parfois le visage, c'était donc insister sur l'enveloppe. L'enveloppe, non pas seulement corporelle, mais enfin les atours, ce qui habille. Il y a une robe qui est montrée, une robe peut-être de mariée, qui est montrée seule, en effet, son personnage, comme si l'étoffe suffisait à occuper le cadre du tableau. L'étoffe sans le corps, ou tenant lieu de corps. Et en français, et l'exposition se termine par une enveloppe, par une robe, puisqu'en français, je doute que ce soit le cas en suédois ou en anglais, mais enfin, puisque je le fais en français, on désigne non pas la fourrure, mais c'est, je crois, le terme utilisé surtout pour désigner la couleur, n'est-ce pas, de fourrure, de la peau des chevaux. On parle d'une robe d'un cheval, robe pie ou robe. Et par ailleurs, donc ça vaut aussi pour la peinture dans l'escalier où le personnage est de dos. Donc il y a peu de tableaux par ailleurs où le visage est dépeint. Et c'est pas un hasard si sans doute la dernière toile, là le visage se révèle, en tout cas les yeux, en tout cas se révèlent en pleine lumière. Bon, il y a aussi le personnage sur la plage, enfin, sur les galets. Et donc, alors soit le personnage est de dos, soit il est comme Léonore Fini masqué. Et ça vaut aussi sur la toile qui lui fait face, où quand même il y a un masque qui opacifie en partie le visage. Et donc je me demandais juste cette question de l'enveloppe, en effet, si elle est protectrice, évidemment un peu banal de dire, si elle est aussi ornementale, elle est si ornementée, est-ce qu'elle... Voilà, pourquoi ce voile, que sais-je, ne sais pas. Enfin, quel est le statut de cette importance du vêtement? Il me semble être pas seulement culturel, il semble être aussi, il y a un goût de, visiblement, un certain plaisir à peindre les plis, les plissés, donc voilà, c'est souvent des costumes assez compliqués et pittoresques aussi, notamment celui qui est porté de dos, où c'est deux visages qui apparaissent un peu. Ah voilà, je m'interrogeais sur ce... Jag har inga minnen innan jag fyllde 12. Men jag minns alla kläder, alla textilier. Allting som jag tuggade på, rörde vid. Je n'ai pas de souvenirs avant l'âge de 12 ans, mais je me rappelle de tous les vêtements, tout ce que je mâchais, tout ce que je touchais. När jag blev tonåring så började jag stjäla kläder från en av mina föräldrar som jag var väldigt rädd för. Quand j'étais adolescente, j'ai commencé à voler des vêtements d'un de mes parents dont j'avais peur. Och det var ett sätt att vara väldigt nära någon som är väldigt farlig. Et c'était une manière d'être très proche de quelqu'un qui était très dangereux. Och att bära den är att bli en del av den, precis som man gör med pälsar eller jägare, samlare gör vid rituella tillfällen. Et de porter, c'était så om man sätter på sig någonting så blir man en del av det. Quand je porte un tel vêtement, je fais partie
de cette personne, comme on peut s'imaginer que faisaient les cueilleurs-chasseurs par rapport aux fourrures, etc. Och i den här målningen The Resistance här har jag tänkt på en transformation som har just med skinnet att göra. Dans The Resistance, j'ai pensé à une transformation qui a un rapport à la peau. För i början när en konstnär börjar med konst, om det är musik eller ett verktyg eller en hantverkare, så är de skillsen som glitter på ytan. Parce que quand un artiste ou un artisan commence à faire son métier, son travail, les connaissances, les compétences sont comme des éclats de lumière sur la surface. Och sen förändras det till att bli som glittret på skinnet av en fisk, fjällen som ålar sig, som drar genom vattnet. Puis ça se transforme pour devenir les écailles d'un poisson qui avance dans l'eau. Och sen till slut så blir det en rustning, någonting som inte går att penetrera. Pour ensuite, à la fin, devenir une protection qu'on ne peut pas Och det sista stadiet är kanske när rustningen växer in i köttet och det inte är en rustning längre utan att det är draken. Et après, la dernière phase, c'est quand la protection, rustning, quand ça rentre dans la peau et on devient le dragon. Oui, donc c'est en effet, ça se voit aussi dans The Organ, où on a l'impression en effet d'une propension ou d'une propension ou d'une appétence pour la métamorphose. En effet, c'était une des questions que je voulais vous poser sur le tableau de Resistance, donc celui où il y a ce haut très chamarré, et on m'a dit donc que la culotte était une culotte masculine, donc que portent les joueurs de hockey pour se protéger. Enfin, ça fait partie de l'équipement des joueurs de hockey. Donc c'est ça. Il y a aussi y a-t-il une représentation en effet, donc une métamorphose, on pense au terme chez Ovide ou un peu fabuleux, mais il y a aussi peut-être la volonté de brouiller les pistes entre le masculin et le féminin, d'introduire un trouble dans le genre, comme on dit. Vad roligt att du nämnde det, för det var precis så jag ville göra Balancing the Crack. Ça fait très plaisir d'entendre ce que vous dites parce que c'est exactement comme ça que je voulais faire Balancing the Crack. Qui est la toile qu'on voit dans la dernière salle au premier étage avec cette personnage en robe de chaume rouge. The Resistance tänker jag som jag tänker att han är kanske en gladiator, en ärrad gladiator, kanske den starkaste människan i hela världen som står inne i skuggorna. Je vois The Resistance comme un gladiateur qui se trouve, qui est le plus fort du monde, qui se trouve dans les ombres. Men som inte kan gå ut, eller som till slut måste, men som drar sig för ljuset, för i ljuset spricker trollen. Mais qui hésite de sortir dans la lumière parce que les trolls éclatent à la lumière. För vi vet ju vad som hände med draken. Parce qu'on sait ce qui s'est passé avec le dragon. The Organ tänker jag är egentligen den raka motsatsen.
Det är en jätteung gosse som precis har valt sitt instrument. Organ, c'est tout l'inverse. Je le vois comme un jeune homme qui vient tout juste de choisir son instrument. Et juste pour peut-être revenir sur cette histoire de tail, donc de queue, il y a plusieurs tableaux en effet où apparaissent comme une natte, ou bon, on peut nommer la chose comme on veut, mais ce qui m'intrigue aussi, c'est comme pour cette touche donc en relief quasiment de peinture épaisse, c'est que quelque chose, bon, la matière, se hérisse à la surface du tableau. Il y a quelque chose qui sort de ses gonds, qui se dresse, tout en s'effilochant. Je ne dois pas exagérer la métaphore de l'érection, c'est pas tellement, je crois, le jeu, mais il y a quelque chose qui sort de la surface, qui érupte un peu, mais de manière filandreuse et un peu désordonnée, un peu à l'image du champignon qui lui ne se dresse pas matériellement, mais donc qui sort comme ça, non pas volcaniquement d'ailleurs, c'est assez ténu et brouillon, mais c'est étrange cette surface, pas seulement donc comme ça, mais aussi dans c'est très ténu quand même, dresser quelques poils. Alors, on a des exemples dans l'histoire de l'art, de ces poils, mais qui du coup inspirent à la fois quelque chose comme le dégoût et la curiosité. C'est toujours un peu sale, quoi. Je sais pas, du coup... À quels exemples tu penses? Oui, je cherchais celle qui fait... Oui, exactement. Meret Oppenheim et donc tous ces objets, voilà. Till Meret Oppenheim. Ska jag svara? Eller säga något? Det föddes faktiskt ur ett ursinne. Jag har ett språk för att prata om aska, damm, sfär med kritor, och jag har oljan är så distinkt. C'est né d'une colère. J'ai un langage pour parler de cendres, de la terre, mais la peinture est très distincte. Och ibland, men hur gör man när man verkligen menar någonting? När man verkligen vill säga att det här betyder någonting? Mais comment fait-on quand on veut vraiment exprimer quelque chose d'important? Oui, donc c'est une force expressive qu'elle trouve dans cette matière, et en effet dans la manière dont elle va la tresser à la surface du tableau. Enfin, je comprends. Och då talar jag om de här flätorna som du har på målningarna. Oui, c'est drôle comme, j'y pense juste, c'est drôle quand même comme le crin est présent en effet, et comme cette manière de mettre en relief un peu la peinture à la surface vous sert à peindre les cheveux aussi bien de la cavalière que la crinière du cheval, que... Du använder samma teknik för att beskriva olika delar av kroppen. Precis, för det är som svansar. För att man kan gå ett helt liv och bara balansera mot det som är på andra sidan och skjuta sig från det. Parce que c'est comme des queues. On peut passer toute la vie essayer de repousser, rester en dehors de tout ça. Men vid en punkt så kanske det inte finns längre någon återvändo, man står med en fot på varje sida. Mais à un moment donné, peut-être il n'y a pas de retour et on est là avec un pied sur chaque côté.
Och det skulle jag säga handlar om en acceptans av att bli sitt mörker också lika mycket. Att inte hela tiden... Il s'agit de, peut-être, je dirais, une manière qu'on accepte de devenir les ombres, le côté sombre, obscur. Et ça rejoint ce que tu disais, Judicaël, sur cette idée d'équilibre auquel on n'a pas répondu tout à l'heure exactement. Est-ce que tu peux parler un petit peu de cette idée d'équilibre, je pense, qui est quand même assez forte avec Balancing the Crack, par exemple? Balansen är ju det som gör att saker står upp, tänkte jag säga. Saker behöver inte vara genomborrade eller ha en inre struktur för att stå upp. L'équilibre, c'est ça qui permet aux choses de rester debout. Och då menar jag människor. Les objets n'ont pas besoin d'être transpercés pour rester debout. Men, ja. Jag vet inte. Vad vill du ha? Je pensais qu'on pouvait parler un petit peu de cette notion de trouver, à un moment donné, trouver son équilibre. Est-ce que tes peintures, à un moment donné, justement, en étant à la fois dans cette tourbe et dans cette tourmente qui cherche un peu ses points fixes, est-ce qu'elle... För att hitta balansen så måste man falla. Det är så man också rör sig framåt. Pour trouver l'équilibre, on est obligé de tomber. C'est également comme ça qu'on marche. Et cette exposition qui est toujours en train de chercher son équilibre-là se termine par cette grande toile qui s'appelle Balancing the Crack, où là, on voit un personnage qui est très solide et campé. En fait, moi, je voulais savoir un peu plus sur Balancing the Crack. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que je pense que c'est une œuvre que tu aimes particulièrement dans cette expo. Sökande åt ena och andra hållet som sen leder fram till denna målning, Balancing the Crack. Och hon undrar om du skulle kunna säga någonting mer om den målningen. När jag hittade den här morgonrocken så kände jag mig så otroligt rik. Typ så rik som man gör när man har fått ett lån på banken som man inte har tagit ut än. Quand j'ai trouvé cette robe de chambre, je me sentais si riche comme on peut l'être si on a un prêt accordé qu'on n'a pas encore commencé à utiliser. Och jag visste hur jag ville. Den är så tung så att den brister nästan av sin egen vikt i sömmarna. Och det tänker jag är en bra metafor för någonting väldigt mänskligt. Elle est si lourde qu'elle casse presque sous son propre poids. Et je trouve que ça pourrait être la métaphore de quelque chose de très humain. Jag ville måla den för att jag visste att det skulle vara som blodådror eller sömmar eller som broderier. Je voulais le peindre comme des broderies, des vaisseaux sanguins. Och den skulle kännas som kött som har legat ute i luften i flera dagar. Som har fått den här torra hinnan på sig. Så jag blåste torrt rött pigment på den. Et je voulais que ça ressemble à de la chair qui était restée longtemps dehors, qui avait eu une surface grise. Mais j'ai également soufflé du pigment rouge dessus. Och det sista lilla röda pigmentet jag hade kvar la jag i varje fundament. Fundament.
fundament. Alltså som stenarna, blocken som de står på som jag göt. Mm. Et ce qui restait de la peinture, des pigments qui me restaient, je les ai utilisés pour les fondations. Och det hör också till saken kanske att det här pigmentet, det var viktigt att jag hade just det pigmentet och jag hade fått det från någon som jag helst inte ville ha det från, men som hade det. Et ce pigment, quelqu'un me l'avait offert, j'en avais besoin, mais la personne qui me l'avait offert, j'ai pas aimé de l'avoir de sa part. Je voudrais revenir juste un peu sur l'envers du décor, c'est-à-dire l'autre côté des tableaux, puisque j'étais sur place. Généralement, quand on va à la campagne, quand on s'installe, c'est pour trouver une espèce d'apaisement, de sérénité, de choses comme ça. Et j'ai l'impression que chez vous, vivre dans cette campagne, c'est aussi c'est un combat. Ce qui vous attire aussi, c'est que c'est vraiment parfois rugueux. Vous nous avez promenés dans des endroits très très sauvages, etc. Et je pense que ce qui vous intéresse, c'est important de le noter, de le faire remarquer. C'est aussi, c'est pas une campagne bucolique, c'est une campagne qui vous stimule. C'est un combat pour vous. C'est un mot que vous utilisez d'ailleurs une fois. Je crois que c'est important aussi de souligner ça dans votre travail par rapport à votre environnement, pourquoi vous avez choisi de retourner là-bas. C'est un combat. Généralement, les peintres s'installent à la campagne parfois pour peignent dans leur atelier, mais comme dans une tour d'ivoire où ils vont peindre des jolis paysages, ce qui est tout le contraire de ce que vous faites. Et ça m'intéressait beaucoup chez vous. C'est que vous confrontez parfois violemment à cette nature, à une nature, comme vous disiez, faite de silex aussi, de choses comme ça, de gravier, il y a des choses... Allting överallt annars är ju gjort för att det ska ha den skalan som det har till en mänsklig kropp. En trottoir är ju så bred för att jag är så bred. Tout ce qui nous entoure en général sont formés en fonction de l'humain, dans les proportions de l'humain. Le trottoir par exemple, il est large comme il est parce que ça correspond à nos besoins. Ända sedan jag tvingade ut en häst på en myr så att den gick ner sig och vi slogs för att den skulle komma upp i gyttjan efter en timme. Depuis que j'ai forcé un cheval de rentrer dans un marais et on s'est battu pendant 1 heure pour essayer de le sortir de là. Har jag känt att jag gör våld på mig, men att det är skönt när man förstår att man är mindre än det som man är i. Je me fais violence, mais ça me fait plaisir à partir du moment que on réalise par là qu'on fait partie de quelque chose de plus grand. För att i det stora hela så är inte de landskapen, de finns inte där för att jag ser ut som jag gör. Parce qu'en réalité, ces paysages ne sont pas là parce que moi je suis comme je suis. Så det är sexigt. Alors que c'est sexy. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou est-ce qu'on ouvre la conversation à... J'ai interviewé récemment une artiste colombienne qui s'appelle Delcy Morelos, qui expose actuellement chez Marianne Goodman, et c'est une femme qui travaille la terre, les matériaux, d'une façon très abstraite, mais elle représente les organes, le sang, etc. Et elle m'a dit, je suis une femme, je suis une sorcière. Est-ce que c'est quelque chose que... Mais dans le bon sens, pas une sorcière sombre, une sorcière tellurique qui... Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez comme... Jag kan förstå, men jag tror att man har olika roller och jag tror att min roll är kanske mer att vara en krigare.
Je comprends ce que vous dites, mais nous avons des rôles différents. Et je pense que mon rôle est plutôt d'être une guerrière. Quelle belle image. Est-ce que vous avez des questions dans le public? On peut faire passer un micro et on peut traduire aussi de l'anglais au français. Je vais peut-être juste dire pendant que vous réfléchissez que j'ai oublié de préciser que pendant à l'occasion de cette exposition, il y a une monographie qui est parue sur Sarah Vidé Erickson. Donc un très beau livre avec les reproductions des œuvres qui sont montrées ici et puis d'autres œuvres aussi antérieures. Et que dans ce livre, vous avez 3 textes très intéressants qui abordent des angles tout à fait différents sur le travail de Sarah Vidé. Des textes de Cynthia Ravini, qui est critique d'art, et écrivaine elle-même, psychanalyste également. Un texte de Daniel Birnbaum, qui était notamment l'ancien directeur du Moderne à Musette. Et puis un texte de Sarah Renus, qui est critique d'art, écrivaine, et accessoirement aussi notre directrice à l'Institut Sud. Donc voilà, je vous conseille vivement la lecture de ce livre. Pas d'autres questions? Oui. Alors, parlez dans le micro parce que sinon ça ne s'enregistre pas. Merci déjà pour votre présence ici. J'ai une question peut-être un peu abstraite. D'ailleurs, merci aussi pour ce banquet platonique. Ça fait un grand plaisir de pouvoir vous écouter en parlant de l'art. Et comme cette notion de mysticisme était évoquée à la fin, voilà, il y a toujours une association aux arts abstraits, une sorte de mysticisme, d'où ça vient, disons, cette obsession, disons, d'origine, je sais pas quoi. Donc ça m'avait pensé aussi au côté du processus créatif, justement, parce que je trouve qu'à Paris, c'est une sorte d'une manière, une perspective, on serait de dire que c'est une sorte de Blade Runner, les métropoles modernes. Est-ce que vous trouvez... Oui, pardon. Donc, est-ce que vous trouvez que justement dans un milieu rustique, je dirais pas les paysages de la nature, est-ce que justement c'est quelque chose qui est un catalyseur? On pense souvent aux grandes villes comme une sorte de catalyste de l'art, disons, parce que certes, Paris, je trouve qu'il y a cette notion féerique de pouvoir s'inspirer. C'est Victor Hugo qui disait que respirer Paris, ça soigne l'âme. Donc je trouve qu'il y a quand même beaucoup de catalysation artistique dans une métropole telle que Paris, mais justement, est-ce que vous trouvez que dans un milieu rustique, pouvoir évader de cette métropole qui parfois est dystopique, je suis plutôt optimiste, il y a aussi des récits utopiques, mais je trouve que peut-être justement, qu'est-ce que vous en pensez de ce fait de le temps que vous passez plus proche de la nature, est-ce que ça vous approche sur le processus créatif, est-ce que ça favorise, ça donne plus que de se retrouver dans une ville? Kan det vara så att befinna sig i de trakterna där du bor, att det kan utgöra en slags katalysator för din konst, som en slags motpol till det som en storstad som Paris till exempel innebär? Faktum är att innan Sara Arrhenius frågade mig om jag ville göra den här utställningen så hade jag hängett mig ganska mycket åt fransk populärkultur, eller mycket pop och låttexter specifikt. Avant que Sarah Arrhenius m'a demandé si je voulais faire cette exposition, j'avais écouté beaucoup de pop, de musique. För att jag tycker att det finns någonting i den, vad ska man säga, franska, i ett utifrån perspektiv, själen eller språket eller gesterna eller konsten att hänge sig åt desire. Ja, just det franska, den franska
franska. Le pop français, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de une possibilité de s'exprimer, de se laisser aller, justement ce qui est lié au désir dans ces expressions. Och då menar jag också bara inte desire alltså som någonting sexuellt utan snarare någonting som transformativt, att man vill uppgå i någonting och bli någonting i något större. Och det är skälet till att jag överhuvudtaget ville måla. Et non seulement le désir en tant que terme sexuel, mais comme l'envie de faire partie de quelque chose de plus grand. Et c'était la raison au départ pourquoi je voulais peindre. Merci. Quelqu'un d'autre? Pas d'intervenant? Dernière question. Est-ce qu'on s'arrête là alors pour ce soir? Oui, ah pardon. Je peux poser en petite question. Jag kommer att tänka på, apropå det här med alltså naturen, att det finns en känsla av nästan en taoistisk inställning, att man är liten och oviktig i naturen, men att när du står framför det du ska måla så är det som att det blir en närbild på att du slåss med någonting och det är närbilden på dig. Som att du har en vision av naturen som är taoistisk. Som att du är en oviktig prick, eller vi är små oviktiga prickar i en större värld. Men att du med målningen gör en närbild på ett slagsmål nästan. Eller någonting som du fightas med. Är det för att det inte bara är naturen, utan för att du också är, för att det är så personligt för dig, som du sa, att det är din barndom, att det är naturen och dina minnen liksom, av din barndom, att det blandas liksom med den här kampen med naturen och människan, med dina skuggor som du sa, eller ditt mörker med dig själv. Att det blir liksom, att det är därför närbilden blir på just det. Marianne, vous pouvez traduire en français? Vous voulez que je le fasse, non? Oui, vous pouvez raccourcir. Je disais que j'ai l'impression d'un point de vue presque taoïste par rapport au paysage, ou la nature, comme elle l'a décrit ou comme elle la vit, c'est-à-dire qu'on est un petit rien face à la nature, enfin le point de vue taoïste de ça, mais que quand elle se met face à une peinture, c'est comme si c'était un gros plan sur son combat à elle personnel dans cette nature. Donc le point de départ serait un point de vue taoïste où on est insignifiant dans un tout, mais qu'on fait un gros plan sur un combat qui devient personnel parce qu'elle parle d'une nature où elle a grandi, où elle se confronte à ces ombres de son enfance. Je sais pas si c'est clair. Jag tänker på platserna som inre landskap, och det som är botten i mig är botten i dig. Det är inte en slump att våra drömmar ser likadana ut, att vi väljer miljöer eller bilder för att beskriva samma saker. Je pense sur le paysage comme quelque chose d'universel, et ce qui est le fond en moi, c'est le fond en vous. Och det häftigaste som finns, alltså det absolut vackraste som någonsin har hänt, är när man målar och man plötsligt får en erfarenhet som inte är min. C'est ce qui est le plus beau quand on fait la peinture, c'est quand tout d'un coup on découvre, on fait une expérience qui est pas, je fais une expérience qui n'est pas la mienne. Ok. En tout cas, j'étais très content de pouvoir ressentir différentes expériences quand on regarde vos œuvres, Sarah Videt, Erickson, c'est très inspirant. Donc merci beaucoup pour cette exposition, merci beaucoup pour cette rencontre. Merci à tous d'être venus, on espère vous voir pour les prochaines rendez-vous du cycle de programmation parallèle. Et puis merci beaucoup à Fabrice Guignot, Judiquel, Labrador,
pour ces questions très, très pertinentes et Maria Svensson pour l'interprétariat. À bientôt. Merci.